Faut juste que tu tombes pas en rate. Je pense. Oui. Thierry? Oh. Monsieur qui est au fond, vous êtes à quel numéro de place? Là, je suis ici. Vous êtes à quel numéro de place? 82? 82. Le micro est ouvert, là? Merci. Personne n'a des appareils à fréquence? C'est bon. Oui. C'est ça? Ouais. C'est celui-là? Ça, c'est le 64. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'ouvrir au nom du gouvernement cette conférence de presse. J'ai le plaisir d'être accompagnée cet après-midi par mes collègues Béatrice Métron et Philippe Lebas, qui s'exprimeront à la suite de mon intervention, ainsi que par le professeur Dr Boubaker, par Monsieur Denis Froidevaux et par Jacques Antonen, qui également prendront la parole dans le cadre de cette conférence de presse. À la suite de ces présentations, un round de questions sera ouvert pour les journalistes qui sont dans la salle, mais également nous avons reçu d'ores et déjà des questions par anticipation, et Monsieur Jean-Christophe Sautrel les lira pour que nous puissions y répondre. Mesdames et messieurs, nous entrons dans le temps long de la lutte collective contre la pandémie de coronavirus. Déjà, pour nous toutes et tous, la vie quotidienne est bouleversée. Nous restreignons au maximum nos contacts avec les autres. Nous restons à la maison le plus possible et n'en sortons que pour faire des achats alimentaires indispensables. Une nouvelle vie s'est rapidement mise en place, une nouvelle vie qui n'est pas toujours facile.
Des familles entières font l'expérience de la promiscuité prolongée et des conflits entre l'éducation des enfants et le télétravail. Pas facile de se concentrer sur son travail lorsque les deux enfants se disputent pour savoir qui va utiliser le seul écran de la famille. Des personnes âgées et isolées renoncent à sortir faire leurs courses. Des personnes vulnérables, handicapées par exemple, ont de la peine à recevoir le soutien et les soins dont ils ont besoin. Des jeunes et des moins jeunes ne peuvent plus voir leurs amis autrement que par téléphone ou Internet et regrettent qu'avec le beau temps qui vient, les terrasses restent closes et les parcs publics parfois inaccessibles. Et puis, l'incertitude pèse. Certaines personnes qui présentent des symptômes légers du virus ne peuvent pas être testées. Toutes et tous, nous risquons d'être affectés ou de voir des proches être touchés. Et puis, nombreuses et nombreux sont ceux qui s'inquiètent pour leur emploi, leur entreprise, leurs revenus, comment vivre, comment payer les factures la semaine prochaine, le mois qui vient, combien de temps cela va-t-il durer? Malgré ce climat lourd, à quelques exceptions près pour lesquelles la police a commencé à intervenir, nous constatons un respect massif des consignes des autorités. Le Conseil d'État sait toute la difficulté de cette situation et il remercie chacune et chacun sincèrement de continuer à respecter les mesures sanitaires et d'éloignement qui vont nous permettre de surmonter ensemble cette crise. Il tient aujourd'hui à féliciter la population vaudoise de la discipline avec laquelle elle veille très majoritairement au respect des règles, aussi difficiles soient-elles. Nous en sommes reconnaissants. Derrière les difficultés indéniables, nous observons la mise en œuvre de la responsabilité individuelle et collective dans nos vies quotidiennes. Et dans ce petit enfer naissent aussi de petits paradis. À l'échelle du quartier, du village, de l'immeuble ou de la rue, entre voisins ou entre inconnus, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux nombreuses solidarités, institutions, églises, syndicats, artistes, clubs de sport et associations qui forment notre communauté vaudoise, un immense élan de générosité, de partage et de créativité nous permet de surmonter plus facilement cette épreuve collective. Pour cela aussi, nous remercions chacune et chacun. Ce temps long de la lutte contre le virus affecte aussi lourdement celles et ceux qui, loin d'être confinés, sont mobilisés bien au-delà de leurs devoirs en temps normal, comme les enseignants et enseignantes, les éducatrices et éducateurs de la petite enfance qui assurent le service d'accueil d'urgence durant la crise. Notre profonde gratitude va au personnel médical, sanitaire et social, aux personnes appelées par la protection civile et par l'armée, au personnel pénitentiaire et sécuritaire. Elle va bien sûr aussi à celles et ceux, vendeuses, logisticiens, chauffeurs, ouvrières, nettoyeurs, livreurs, postières, conducteurs de bus et de trains, journalistes, qui assurent jour après jour le travail souvent invisible, mais absolument indispensable au maintien de notre société et à notre vie quotidienne. Car ce temps long de la lutte contre le virus s'articule au temps très court de l'urgence. L'urgence sanitaire, bien sûr, mais aussi l'urgence de réorganiser le fonctionnement de l'État. Et j'aimerais remercier les collaboratrices et les collaborateurs de l'administration qui ont rendu cela possible. Lorsque je repense à ces derniers jours, j'ai l'impression d'avoir vu plus de nouveautés en 2 semaines qu'en 2 ans. Il a fallu, en quelques jours à peine, faire passer des milliers de collaborateurs en télétravail grâce au grand professionnalisme de la Direction générale du numérique et des systèmes d'information, ainsi que du service du personnel de l'État de Vaud. Inventer l'enseignement à distance, réduire massivement l'offre en transport public, mettre sur pied une organisation d'urgence et je veux féliciter ici l'état-major de conduite cantonale et notamment M. Froidevaux ainsi que l'office du médecin cantonal et M. Boubaker pour leur immense engagement et réactivité. Il a fallu créer un accueil d'urgence pour les enfants du personnel mobilisé, s'assurer de l'existence d'un dispositif d'accueil pour les personnes victimes de violences domestiques, mettre sur pied des hotlines
qui répondent sans relâche aux questions les plus diverses. Il a fallu aussi faire preuve d'un gigantesque esprit de créativité financière et économique pour venir en aide aux personnes et entreprises touchées par la crise, réinventer les missions de la police, de l'inspectorat du travail, redéfinir les relations avec nos partenaires, la justice, le Grand Conseil, les communes et la Confédération, se coordonner jour après jour avec les autres cantons. Nous avons pu le faire et bien d'autres choses encore grâce au dévouement des employés de l'administration cantonale, ceci dans un contexte particulièrement difficile. Certains de nos collaborateurs clés sont affectés maintenant aussi par le virus, malades ou isolés. J'ai une pensée très particulière pour elles et pour eux, et dans ce dispositif, la chancellerie est absolument cruciale. Le Conseil d'État, vous le constatez, est pleinement mobilisé. Je suis profondément reconnaissante à mes collègues, conseillères et conseillers d'État pour le temps qu'ils ne comptent pas, l'énergie et la volonté qu'ils mettent pour que dans cette crise, notre canton continue de fonctionner responsable et solidaire. Dans cette situation d'exception, nous constatons à nouveau l'importance d'institutions solides. Le fédéralisme a pu être critiqué pour une apparence de cafouillage, mais en réalité, il nous a donné la force de trouver des solutions adaptées à chaque canton. Notre collaboration avec le Conseil fédéral, et je veux en particulier saluer les efforts d'Alain Berset et de Guy Parmelin pour trouver des solutions aux problématiques des Vaudoises et Vaudois, est remarquable. Grâce au fédéralisme, chacun peut avancer à son rythme et les mesures prises rencontrent une large approbation dans la population. Désormais, les décisions principales sont prises par le Conseil fédéral et s'appliquent à travers le pays. Ces décisions prises à Berne sont d'ailleurs souvent directement inspirées d'efforts précurseurs au niveau des cantons. Mais il est temps que les autres institutions puissent retrouver leur rôle dans la gestion de cette crise. Dès le départ, le Grand Conseil et le pouvoir judiciaire de notre canton ont été étroitement informés des décisions du Conseil d'État. La Commission des finances est tenue informée des conséquences financières de nos décrets et nos décisions devront être ratifiées a posteriori par le législatif. Nous continuons à informer en détail le bureau du Grand Conseil, élargi aux présidences des groupes politiques, de nos défis et de nos décisions. Dès que les conditions sanitaires le permettront, la démocratie retrouvera son fonctionnement normal. La presse et les médias également, durement touchés par la crise économique, démontrent dans cette période difficile leur importance cruciale pour une société démocratique. La continuité d'une communication transparente que le Conseil d'État assumera désormais chaque mercredi après-midi, après sa séance hebdomadaire, le temps qu'il faudra, permettra de tenir la population informée au plus près de l'évolution de la situation, des choix politiques que nous faisons et de l'analyse du gouvernement. Mesdames et messieurs, nous en sommes là. Nous sommes entrés dans ce temps long de la lutte qui va nous demander à chacune et à chacun des sacrifices quotidiens. Le respect strict des consignes sanitaires dans les semaines qui viennent permettront de réduire l'ampleur et la durée de la pandémie. Ensemble, aplatissons la courbe. Je sais que nous en sommes capables. Chacun de nous est concerné pour que nous puissions bientôt retrouver une vie plus libre et meilleure, pour que nous puissions profiter du grand air et pouvoir bientôt dire « Il est revenu le temps des cerises ». Je passe maintenant la parole à ma collègue Béatrice Métro, ou à Philippe Lebas. Philippe Lebas. Merci beaucoup. Après cette déclaration, évidemment, à laquelle tout le Conseil d'État se rallie naturellement, je vais aborder trois thèmes précis. Le premier sur le plan économique, notamment la situation du chômage partiel dans le canton de Vaud, les fameuses réductions d'heures de travail, les RHT. Ensuite, je dirais un peu plus que 2 mots sur la question des chantiers qui a beaucoup animé ces derniers jours ce secteur économique. Et puis je terminerai avec
deux mots sur l'agriculture et la viticulture. RHT d'abord, réduction de l'horaire de travail. À l'heure où je vous parle, nous avons reçu 11 000 demandes de chômage partiel. Je crois savoir que M. Parmelin a parlé de 51 000 sur le plan suisse, 11 000 dans le canton de Vaud, c'est donc considérable, bien au-delà de la proportion de 8 à 10% que représente le canton de Vaud sur le plan suisse. Ces 11 000 sont arrivés naturellement au service de l'emploi et sont aujourd'hui en cours de traitement. Nous avons monté les effectifs à disposition de Madame Favre qui m'accompagne et qui pourra le cas échéant répondre aux questions précises si vous en avez. 80 personnes sont aujourd'hui au traitement de ces demandes de RHT, de réduction de l'horaire de travail. Il faut savoir que toutes ces demandes arrivent au service de l'emploi et puis ensuite il y a préavis qui est rendu et puis ensuite les demandes d'indemnisation sont adressées aux différentes caisses. La caisse cantonale en est une, UNIA en a une autre et il y a d'autres caisses également de chômage qui les traitent. Selon les projections que l'on peut faire, je parle là évidemment sous toute réserve, en fonction de l'évolution de la situation, mais à l'heure où je vous parle, nous pouvons estimer que 10 000 d'entre elles pourront être traitées avant la fin du mois d'avril par la seule caisse cantonale de chômage. Je le répète, il n'y a pas que la caisse cantonale de chômage qui traite ces demandes, il y a d'autres caisses et donc à l'heure où je vous parle, on peut estimer que l'immense majorité des demandes seront satisfaites durant le mois d'avril comme nous engageons à le faire afin que les salaires du mois d'avril puissent être payés avec notamment les indemnités de chômage partiel. C'est la projection que nous pouvons faire aujourd'hui, mais il va de soi que cela dépendra évidemment du nombre de demandes complémentaires qui vont arriver et puis également du traitement effectué par d'autres caisses que celle du canton, que la caisse cantonale de chômage. Ça, c'est le premier élément. Nous avons également au niveau de la caisse cantonale de chômage renforcé les effectifs pour le traitement des demandes, puisqu'une trentaine de personnes sont affectées à ces paiements, ce qui, encore une fois, devrait nous permettre de satisfaire, encore une fois, 10 000 à peu près entreprises d'ici à la fin du mois d'avril. Je parle avec des pincettes, parce qu'évidemment, ce qui est dans cette crise, vous le savez comme moi, ce qui est vrai aujourd'hui n'est plus forcément vrai demain. Cela dépend également des modalités qui sont retenues par le Conseil fédéral, qui, fort heureusement, a élargi le champ de la RHT, suivant notre demande. Mais évidemment, quand vous avez des évolutions de procédures et des évolutions quant au champ d'application des RHT, cela rend évidemment plus compliqué la gestion au quotidien de ces demandes, puisqu'il faut adapter chaque fois l'appareil administratif aux évolutions du droit fédéral. Mais encore une fois, l'évolution du droit fédéral mérite d'être saluée et l'extension du nombre de personnes pouvant bénéficier de RHT est encore une fois à saluer. Concernant maintenant les modalités concrètes, nous avons anticipé les modifications qui sont intervenues et qui ont été mises en place par le SECO. Depuis mercredi dernier, nous avons une demande de préavis simplifié par courriel et dès le début de la semaine prochaine, l'ensemble des formalités pourront se faire par Internet depuis les entreprises, ce qui accélérera évidemment le traitement de l'ensemble des procédures. Nous avons travaillé avec les services informatiques de l'État et le service de l'emploi pour faciliter l'ensemble des procédures en ayant, encore une fois, à partir du début de la semaine prochaine, une procédure qui sera entièrement informatisée. La situation économique entraîne, je l'ai dit, une augmentation significative du nombre de demandes de réduction de leur travail, mais également une augmentation du nombre de chômeurs, puisque le taux de chômage a passé de 3,7 à 4,3% dans le canton, c'est le chiffre actuel, une augmentation de 0,6%, ce que nous n'avions plus connu depuis fort longtemps. La priorité qui est fixée dans
pour les caisses de chômage, c'est évidemment de payer les indemnités de chômage en parallèle aux indemnités de RHT. C'est donc une double charge de travail qui tombe sur les bras des caisses de chômage, mais nous y ferons face dans les délais que j'ai indiqués tout à l'heure. Je profiterai, dans le droit fil de ce qu'a dit Madame Gorité, de remercier très chaleureusement l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs en charge de ces questions-là, qui travaillent de manière très importante, y compris les samedis, parce que nous sommes conscients que derrière ces demandes de chômage partiel, il y a des gens dont l'avenir économique dépend de la capacité que nous avons à répondre rapidement et complètement à leurs demandes. Voilà ce que je voulais vous dire sur les réductions d'horaires de travail. J'en viens au deuxième point que je suis appelé à traiter devant vous, la question du contrôle des chantiers. Vous savez que cette question a beaucoup été très présente ces derniers jours. Nous avons souhaité, au niveau du canton, régler cette question de la manière la plus pragmatique et la plus complète possible, afin d'aider les entrepreneurs dans leur choix de continuer ou d'arrêter leur activité. Vous le savez que le Conseil fédéral a réglé cette question de manière exhaustive, c'est-à-dire que les cantons ne peuvent pas s'écarter du cadre fédéral fixé par le Conseil fédéral de son ordonnance. Nous avons voulu l'expliciter afin de permettre encore une fois à l'ensemble des maîtres d'État et des entrepreneurs de prendre les décisions qui s'imposent. La règle est la suivante: les mesures sanitaires doivent primer, et lorsque celles-ci ne peuvent pas être respectées, l'activité industrielle ou des chantiers doivent s'arrêter. Ça, c'est le principe fixé par le Conseil fédéral, mais il faut encore décliner ce principe dans la vraie vie, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est ce que nous avons fait au travers d'une instruction qui a été envoyée cet après-midi, une instruction de 4 pages adressée à l'ensemble des acteurs du monde du génie civil au sens large, avec des principes, des recommandations et une procédure qui règle la question des déplacements, c'est-à-dire notamment l'utilisation des camionnettes de chantier, si j'ose dire les choses de manière tout à fait pragmatique, la question des vestiaires, la question de la restauration sur les lieux de travail, les réfectoires, la question des outillages et le traitement des outillages, des tâches et des activités et des sanitaires. Nous avons fixé ces critères tout à fait concrets, tout à fait précis, après avoir écouté les partenaires sociaux, qu'il s'agisse du syndicat UNIA ou de la Fédération des entrepreneurs, et nous avons adressé l'ensemble de ces critères, les critères qui feront l'objet du contrôle et les exigences que nous avons arrêtées pour satisfaire les conditions fixées par le tribunal fédéral et permettre le maintien de l'activité dans le génie civil. Nous avons également renforcé significativement les forces de contrôle des activités de chantier, et je peux vous dire que nous avons déjà procédé, à l'heure où je vous parle, à la fermeture d'un certain nombre de chantiers lorsque les conditions sanitaires n'étaient pas respectées. Nous sommes ainsi convaincus que les acteurs de ce secteur économique seront pourvus des conditions qui leur permettront de trancher, de respecter les conditions sanitaires de leur activité, tout en pouvant décider si leur activité peut se poursuivre ou non. Cette directive est immédiatement applicable. Elle a été également transférée aux forces de contrôle. Nous avons renforcé le nombre de contrôleurs en passant à peu près une quinzaine de contrôleurs seront actifs dans le domaine des chantiers. Et je vous l'ai dit, les sanctions sont également prévues. Nous serons également extrêmement sévères en la matière. Les sanctions sont de 3 types. La première, pour des infractions légères, eh bien, nous impartirons un délai de 2 heures pour mettre en conformité les éléments qui ne le seraient pas. Le deuxième élément, c'est la fermeture du chantier. Je vous l'ai dit, nous avons déjà procédé à la fermeture de chantier qui ne satisfaisait pas les exigences de la Confédération. Et la troisième, c'est évidemment les dénonciations de nature pénale qui peuvent être également faites par l'administration que je conduis.
Une directive similaire, évidemment, adaptée à la situation, est prévue également pour l'industrie, qui sera également diffusée très largement au milieu industriel et qui permettra également aux acteurs de ce secteur de prendre les décisions en toute connaissance de cause de manière extrêmement pragmatique. Voilà ce que je peux vous dire. Nous sommes ainsi convaincus de donner un outil décisionnel fondamental à l'ensemble de ce secteur, qu'il s'agisse encore une fois des chantiers ou qu'il s'agisse de l'industrie. Parce que, encore une fois, dans la vie concrète, et vous voyez tous les jours, vous-même dans vos activités professionnelles, il y a les principes et puis il y a la traduction des principes dans la réalité. Et nous devons donner les outils qui permettront aux responsables, c'est-à-dire aux entrepreneurs, de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Nous avons bénéficié, je l'ai dit, du concours des partenaires sociaux, et c'est au travers des partenaires sociaux que nous avons diffusé ces directives auprès de l'ensemble des acteurs du domaine des chantiers, du génie civil, au sens extrêmement large. J'en viens maintenant au troisième volet de mon intervention, je ne veux pas être trop long, la question du soutien aux métiers de la terre, à la viticulture et à l'agriculture. Il s'agit là de premières mesures qui seront complétées très certainement mercredi par de nouvelles décisions du Conseil d'État. Mais pour l'heure, nous appelons l'ensemble des acteurs qui peuvent mettre leurs bras, si j'ose m'exprimer ainsi, au service de l'agriculture et de la viticulture, à se connecter sur le site que vous voyez ici, afin de proposer leurs services au travers de la plateforme mise sur pied, notamment par Prométhée. Nous travaillons avec Prométhée pour avoir une bourse des offres de prestations, ainsi que de la part des agriculteurs, viticulteurs d'un côté, de la part de celles et ceux qui peuvent assumer des fonctions d'autre part. Nous sommes également en relation avec la Confédération pour avoir une idée extrêmement précise de des règles qui vont régir la migration des ouvriers agricoles au sens large, que ce soit pour la viticulture ou pour l'agriculture. Il apparaît qu'il y a eu une conférence téléphonique hier entre les ministres de l'Agriculture sur le plan européen et que ceux-ci sont d'accord pour constater qu'il est nécessaire, même indispensable, de permettre à la main-d'œuvre agricole de circuler en Europe, comme d'ailleurs les chaînes alimentaires, c'est-à-dire les camions, pour prendre un exemple, couvrant les produits alimentaires. Le système de la bourse que j'évoque ici, et vous trouvez les éléments sur le slide qui est derrière moi, fonctionnera de la manière suivante. Vous pouvez vous inscrire si vous avez besoin de main-d'œuvre. Si vous êtes par exemple agriculteur ou viticulteur, vous pouvez vous inscrire en indiquant la prestation qui vous est nécessaire, et puis un bénévole peut répondre à cette demande. Que les choses soient parfaitement claires, dans le canton de Vaud, il y a un contrat type de travail de l'agriculture qui s'appliquera aux relations qui seront ainsi nouées. Une assurance accident une protection en cas d'accident est également étendue par Prométhée à l'ensemble de ces bénévoles entre guillemets, et nous sommes convaincus que si l'on arrive à maintenir un accès au marché suisse pour les ouvriers agricoles européens et à développer cette collaboration avec la population indigène dans le domaine agricole, nous pourrons faire face ces prochaines semaines aux besoins du secteur primaire. Ces besoins connaîtront un pic, si j'ose reprendre cette expression sanitaire, aux alentours du 15 mai. C'est là qu'il aura, compte tenu de l'évolution de la nature, qu'il y aura le plus de besoins en matière de main-d'œuvre agricole, qu'il s'agisse de la viticulture pour le début des effeuilles, pour prendre cet exemple-là, ou qu'il s'agisse dès maintenant pour l'agriculture des cultures maraîchères, salades, fraises ou j'y arriverai, ou asperges, qui nécessitent aujourd'hui des besoins en main-d'œuvre importante. Nous travaillons sur les deux aspects, que les choses soient claires, sur l'accessibilité au domaine agricole suisse et vaudois par les ouvriers traditionnels venant de l'Europe, et par le fait de susciter également une solidarité avec la population indigène.
Voilà ce que je voulais vous dire. Je reste naturellement à vos dispositions pour vos éventuelles questions. Je passe la parole à Madame Métro. Voilà, bonjour à vous tous. Micro. Celui-là. Voilà. Bonjour à vous tous. À mon tour de vous indiquer, au fond, les mesures que nous prenons pour accompagner la vie quotidienne de la population dans cette période de crise. Tout d'abord, vous rappelez les mesures de la Confédération. C'est important de rappeler ces mesures en retenant deux chiffres, mesdames et messieurs. Le chiffre de 5, les personnes qui forment un groupe de plus de 5 personnes seront amendées. Donc, on ne doit pas avoir un groupe sur le domaine public de plus de 5 personnes. Et puis, ce chiffre de 2, aussi important, les personnes qui sont en groupe de 5 doivent en tout cas avoir 2 mètres, même plus, entre elles. C'est important de rappeler ces règles. Pourquoi? Parce que c'est la volonté des autorités, quelles qu'elles soient, fédérales, cantonales, communales, de limiter les interactions sociales, toujours dans le but, bien sûr, de freiner la propagation du virus. Quelques rappels encore des recommandations de la Confédération que nous appliquons dans le canton de Vaud, bien évidemment. Rester chez soi, c'est vraiment le mot d'ordre qu'il faut encore une fois souligner. Rester chez soi, c'est le mot d'ordre de base. Ne sortir que pour faire les courses, le médecin, la pharmacie, et bien sûr aller travailler si le télétravail n'est pas possible. Et encore un mot pour les personnes les plus vulnérables, les personnes de plus de 65 ans ou qui, pour des raisons médicales, sont déclarées vulnérables. Il faut vraiment rester à la maison, sauf si, bien sûr, il y a une visite médicale. Et puis, tout un tas de réseaux de solidarité sont en train de se mettre en place. Nous l'avons vu mercredi dernier avec les propositions du département de Madame Ruiz. Nous avons aussi des réseaux communaux qui sont gérés également par les préfets. Donc, nous avons tout un réseau qui est mis en place pour aider cette catégorie de la population, pour l'aider à faire ses courses. Mais au fond, pour accompagner la vie quotidienne de la population vaudoise, nous devons mettre en place une organisation particulière et c'est ce que je vais vous indiquer aujourd'hui. Je vous l'ai dit, c'est la police qui veille au respect des mesures de distance sociale et dans le canton, d'un point de vue purement opérationnel, toutes les polices travaillent ensemble. Je tiens à le souligner, toutes les polices, que ce soit la police cantonale, les polices municipales, les polices régionales. Les polices communales ont rejoint un état-major de police mixte au centre de la Plécherette. C'est très important et ceci doit être relevé. Donc nous avons revu notre organisation policière vaudoise pour pouvoir vraiment lutter contre la propagation de ce coronavirus. Nous avons des patrouilles mixtes qui assurent la couverture de l'ensemble du territoire. Et les différentes polices ont des directives communes, directives opérationnelles sur la manière d'intervenir, et tout ça est travaillé en commun, ce qui est vraiment très important. Il y a la possibilité de faire appel, si nécessaire, aux assistants de sécurité publique des communes vaudoises. Ça aussi, c'est une nouveauté. Ils peuvent intervenir sur le terrain. Et puis, nous avons aussi une collaboration renforcée, là aussi, on doit en parler, entre la police cantonale vaudoise, les polices communales, bien sûr, je l'ai dit, la police des transports, important, le corps des gardes-frontières, qui permettent tous ces corps de police qui travaillent ensemble, qui se coordonnent, d'assurer la stricte application des mesures demandées par le Conseil fédéral et, cas échéant, de dénoncer toute infraction auprès du ministère public, sauf pour les mineurs, où l'autorité de jugement demeure le tribunal des mineurs. Je vous rappelle aussi que pour des raisons sanitaires, la police a dû suspendre l'accueil au public, même si nous le regrettons, mais pour des raisons sanitaires, nous avons dû suspendre l'accueil au public dans la majorité des postes de la gendarmerie et des polices communales. En cas de nécessité, les citoyennes, les citoyens ont la possibilité d'aller déposer plainte dans divers postes de police, eux, qui restent ouverts, et les lieux sont indiqués sur le site internet de l'État. Tout ce dispositif policier vaudois que je viens de vous résumer,
tout ceci est vraiment bien détaillé à l'adresse que vous voyez apparaître. Donc là également, le citoyen peut se renseigner et avoir des réponses aux questions qu'il se pose. Alors qu'en est-il des respects de ces restrictions et de, disons, la limitation de notre liberté dans notre vie quotidienne? Je le souligne, il y a un bon respect des restrictions, je l'avais déjà dit dans les médias, et on doit remercier la population vaudoise de respecter les recommandations, les décisions de la Confédération et des autorités cantonales. Donc, globalement, on constate que la voie publique est globalement désertée. Néanmoins, on a une grande inquiétude avec les jeunes. Et là, je lance un appel au groupe de jeunes. Encore ce matin, nous avons dû amender des groupes de jeunes qui jouaient au ballon, ils étaient 9. Ça n'est pas possible. Donc je lance un appel aux jeunes. Merci de respecter, et c'est aussi dans l'intérêt pour leur santé, de respecter les décisions du Conseil fédéral, la distance sociale, bien sûr, et puis ce chiffre de 5 que j'ai rappelé tout à l'heure. Et puis merci également aux parents de rappeler à leurs jeunes, qu'ils soient adolescents ou jeunes encore plus petits, mais rappeler ceci, qu'ils ne doivent pas être plus de 5, qu'ils doivent respecter 2 mètres entre eux, et que c'est important pour eux, important pour la population et important pour la famille aussi. On a aussi une grande difficulté, c'est que lorsque ces groupes voient la police arriver, bien sûr, ils se dispersent. Et pour nous, c'est un point extrême de vigilance et on doit le répéter. Le respect de la distance sociale, c'est une responsabilité de tout un chacun, donc des jeunes, mais également des parents. Concernant les dénonciations et les amendes d'ordre, vous avez quelques chiffres sous les yeux. Nous avons 39 dénonciations depuis le 17 mars, 7 qui concernent des commerces, 22 qui concernent des mineurs, vous le voyez, et des jeunes adultes, 9 qui concernent les adultes. Nous avons prononcé 229 amendes d'ordre de 100 francs, essentiellement le non-respect des attroupements de plus de 5 personnes. C'est, disons, la raison principale. Ces groupes-là n'ont pas respecté les indications du Conseil fédéral. Mais globalement, encore une fois, merci à la population qui a compris l'urgence de la situation. Mais voilà, ça, on doit encore durer. Madame la présidente du gouvernement a dit c'est le temps long. Oui, c'est le temps long, c'est le temps où on doit respecter ce qu'on vous demande de respecter, à savoir 5, pas plus de 5 dans un groupe, et 2 mètres entre chacun. Donc, autre demande, restez le plus souvent à la maison. Nous avons aussi un autre point de vigilance au Conseil d'État, comme c'est un point de vigilance pour tous les cantons suisses, c'est le domaine pénitentiaire. Alors, je vais commencer par ce que nous avons mis comme restriction, et puis après, j'expliquerai au fond ce que nous avons pu donner aux détenus, parce que vraiment, c'est très, très important de pouvoir avoir le calme dans les prisons. Et en tant que responsable de la sécurité, j'ai à cœur le calme dans les prisons. Bien évidemment, vous pouvez comprendre qu'on veut éviter toute mutinerie et toute difficulté. Le service pénitentiaire a mis en place une cellule de crise et les mesures que le service pénitentiaire prend, alors elles sont aussi régulièrement adaptées dans le respect des autorités fédérales et cantonales et aussi en accord avec les partenaires de la chaîne pénale. Donc nous avons pris un certain nombre de mesures, mais qui correspondent aux indications de la Confédération, mais aussi nous avons des échanges avec nos partenaires cantonaux. Ce sont des mesures, je dois le dire, difficiles à vivre, mais elles ont un but, ces mesures. Elles ont le seul but de préserver la santé des personnes détenues, bien évidemment, et la santé des collaborateurs. On a pris des mesures aussi afin de compenser le plus possible ces effets négatifs. Je vais y revenir. Brièvement, les visites sont suspendues, sauf celles des avocats. Les sorties sont suspendues. Ce qu'on appelle sorties, ce sont les permissions, les conduites, les congés. Les ateliers non indispensables en fonctionnement des infrastructures sont fermés.
restent ouverts, les cuisines, bien sûr, la buanderie, l'intendance, le nettoyage, mais toujours nous respectons la distance sociale et nous avons les mesures d'hygiène préconisées par l'Office fédéral de la santé publique. Concernant la pratique du sport, elle est suspendue en salle, vous comprendrez bien pourquoi, mais en revanche, nous renforçons la pratique du sport en extérieur et nous ciblons les sports qui sont conformes aux prescriptions d'hygiène et de distance sociale, comme la course par exemple. Ça, ce sont les restrictions, mais vraiment nous avons à cœur, d'une part, de maintenir le calme dans les prisons, mais encore de garantir la santé de nos collaborateurs comme des détenus. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour, disons, parler aux détenus? Nous avons renforcé notre communication aux personnes détenues. Nous communiquons dans plusieurs langues toutes les mesures qui sont à prendre pour la santé des personnes détenues et des collaborateurs. Toutes les décisions que nous prenons sont expliquées et contextualisées pour les détenus. Nous avons des détenus qui nous ont écrit pour nous remercier de ceci, parce que je dois dire l'inquiétude est grande aussi chez les détenus. Nous avons procédé à la distribution de savon à toutes les personnes avec toutes les explications des mesures d'hygiène qui sont préconisées, donc comment on se lave les mains. Ça, c'est aussi affiché partout dans les cellules, dans les établissements pénitentiaires. Pour les personnes qui sont privées de travail dans les ateliers, nous avons maintenu une rémunération à 100%. Et pour les personnes qui sont détenues et qui doivent encore travailler, je l'ai dit, dans les ateliers de cuisine, de buanderie, alors elles voient leur rémunération augmenter de 20%. Donc c'est une rémunération 120%. Une compensation également pour la suppression des visites par la possibilité de recevoir un colis par semaine, alors qu'avant c'était un colis tous les 2 mois. Nous avons aussi mis en place un accès renforcé au téléphone. Comme ça, au moins une visite peut être remplacée par un téléphone. Ça, ça fonctionne très très bien. Et une dernière compensation suite à la suppression des visites, l'affranchissement gratuit de tout le courrier des personnes détenues pour la Suisse ou pour l'étranger. Donc vous le voyez, nous avons à cœur la protection de nos collaborateurs, des personnes qui sont détenues. Et pour l'heure, je dois vous le dire, à ce jour, nous n'avons pas de cas positifs à signaler dans les établissements vaudois. Voilà, j'en ai fini sur ces mesures à la fois d'organisation policière et de service pénitentiaire, et je passe la parole à Monsieur Boubaker. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers d'État, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, on va de nouveau profiter de ce point de presse pour vous donner un certain nombre de chiffres que vous avez sous les yeux. Donc, à l'heure actuelle, disons sur les observations faites jusqu'à ce matin, on a dans ce canton 330 personnes, 327 personnes hospitalisées dans nos différents hôpitaux. Ce qui est important, c'est que c'est toujours une augmentation progressive avec à peu près le même nombre de nouvelles hospitalisations chaque jour. De la même manière qu'on totalise un nombre de décès à 38 qui nous ont été déclarés ce jour. Là aussi, c'est une augmentation du nombre de décès qui est plutôt aux environs de 4 à 5 décès par jour. Donc, il n'y a pas d'augmentation exponentielle de ce nombre de décès dans le canton. Sur la diapositive suivante, on vous montre, comme d'habitude, cette courbe des hospitalisations. Je répète que cette courbe des hospitalisations, pour nous, c'est vraiment notre critère qui nous permet de nous préparer à faire face à ce qu'il vient. Donc, quand on voit que finalement, on a une augmentation progressive régulière d'environ une trentaine d'hospitalisations par jour, si cette courbe continue comme ça, vis-à-vis des personnes qui vont sortir, on peut à peu près se projeter sur les prochains jours et les prochaines semaines.
Vous entendez beaucoup en ce moment dans les journaux et dans d'autres médias des voix qui s'expriment sur finalement l'arrivée ou non hors capacité des systèmes. Dans le canton de Vaud, nous avons un système de santé qui est basé sur beaucoup de prestataires de soins qui actuellement, pour certains, sont soit à un fonctionnement qui est bas, soit à un fonctionnement qui est, je dirais, même inexistant. On a à l'heure actuelle des services de soins où il n'y a pas d'hospitalisation. Donc, ça veut dire, en termes de capacité d'augmentation, le canton de Vaud peut faire face ces prochains jours à une augmentation progressive, comme vous le voyez. Ça nous oblige, nous, à observer d'une manière attentive ce qui se passe en termes de durée d'hospitalisation, quelles sont les populations qui sont hospitalisées, principalement aux soins intensifs, et ça nous permet, avec ces observations, de pouvoir dire, on est obligé d'ouvrir un peu plus de capacité de soins intensifs ou un peu plus de capacité de soins aigus, ou répartir sur le canton un peu mieux les hospitalisations, en sachant qu'une majorité des hospitalisations sont actuellement encore et toujours au CHUV. Sur la dia suivante, c'est toujours une diapositive intéressante également. On voit que la population du nombre de cas positifs cumulés par classe d'âge montre qu'on a toujours cette répartition avec une majorité de personnes en dessous de 65 ans et par contre, cette population de 65 ans qui est toujours un peu dans la même proportion touchée par ce virus. Je répète donc ce que j'ai déjà dit la dernière fois. Nous avons dans nos hôpitaux des personnes âgées en majorité, mais nous avons également des personnes jeunes qui sont hospitalisées avec ou sans facteur de risque au départ. Donc cette maladie touche aussi des personnes jeunes et en bonne santé qui nécessitent d'être hospitalisées, d'où les messages répétés par notre présidence du Conseil d'État et par tous les membres du Conseil d'État de rester le plus possible chez soi ces prochains jours. Voilà. La parole à l'état-major cantonal de conduite à travers son chef Denis Froidevaux. Merci beaucoup, Karim. Beaucoup a déjà été dit par rapport aux moyens qui sont coordonnés par les MCC, donc je vais aller très vite pour vous parler de l'engagement de la protection civile dont l'effectif est de l'ordre de 550 personnes aujourd'hui. Nous avons 203 soldats de la protection civile qui se trouvent dans les établissements hospitaliers et 81 dans les EMS. Donc ça veut dire que près de 300 personnes travaillent aujourd'hui en appui du dispositif sanitaire et on attend une augmentation dans les 5 à 7 prochains jours d'environ 150. Alors vous l'avez bien compris, et le médecin cantonal a insisté sur la capacité du système à faire face en termes de lits, que ce soit en soins intensifs ou autres. Un des points critiques, c'est évidemment la question du personnel, et puis plus particulièrement dans les établissements médico-sociaux et autres lieux de vie où se trouvent des personnes âgées, et c'est un des points d'attention. Madame la Présidente a parlé de la Direction générale du numérique et des systèmes. J'aimerais souligner encore une fois le travail qui a été fait, puis j'aimerais aussi vous dire à quel point nous ne sommes pas exemptés du reste des risques qui pèsent sur notre société, puisque la DGNSI a détecté plus de 100 000, je dis bien 100 000 emails suspects durant 24 heures, qui sont entrés dans les adresses email de l'administration cantonale ou des entités gérées par la DGNSI. Ça veut dire que là aussi, il y a un immense boulot de sécurité informatique qui est fait, et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi souligner. Les policiers, Madame la conseillère d'État en a parlé, je ne vais pas y revenir. Le suivant, s'il vous plaît, merci. Pour ce qui concerne les transports publics, juste vous signaler que il y a une diminution de l'ordre de 90% de la fréquentation en moyenne. Donc, c'est aussi une chute libre. On a parlé des transports, de la mobilité individuelle, il y a de ça une conférence de presse en arrière. Et donc, évidemment que l'offre des transports publics suit la courbe de fréquentation et que cette offre
est réduite. Donc là, il faut encore une fois insister pour les utilisateurs qui consultent les horaires de façon à ne pas être surpris. Et puis, comme dans les autres domaines d'activité, il y a un taux d'absentéisme du personnel qui va croissant, évidemment, de par le fait qu'un nombre peut-être plus important de personnes sont malades ou rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur mission quotidienne. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie. Voilà, je me permets de prendre la parole pour prouver que la police existe toujours. Elle fonctionne certes avec des objectifs différents, en parfaite harmonie avec l'état-major cantonal de conduite et dans le dialogue permanent aussi avec les autorités sanitaires de ce canton. Je vais avant de passer au slide que vous avez ici, peut-être revenir juste une petite seconde sur les chiffres qui vous ont été donnés. Ces chiffres, effectivement, concernent les interventions de la police sur tout le territoire vaudois. Et il est vrai, dans le droit fil de ce que je viens de vous dire, que la police a été passablement accaparée par ces interventions pour contrecarrer les rassemblements qui ont lieu sur le territoire public. Et comme Madame Métro le disait tout à l'heure, en particulier les rassemblements de jeunes qui restent un point d'attention pour les forces publiques de ce canton. On constate évidemment que les jeunes ont adapté aussi leur comportement à l'intervention de la police, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de guet qui est mise en place, et puis dès que la police arrive, évidemment, tout le monde s'éparpille, ce qui complique considérablement notre action. Cela ne va toutefois pas nous dissuader de continuer à sévir, voire à sévir de plus en plus. Vous savez qu'il y a deux gradations, si vous voulez, dans les sanctions. Il y a les amendes d'ordre qu'on connaît bien, mais il y a aussi les dénonciations. Et puis, on va vers la systématisation, finalement, de la dénonciation à partir de la deuxième amende d'ordre, puisque les messages ne sont pas forcément toujours entendus. C'est vrai qu'il y a un appel à faire, Madame Métro l'a dit, aussi aux parents de ces jeunes qui devraient aussi les conscientiser peut-être sur ces aspects-là. Beaucoup d'activités aussi constatées sur les terrains de sport et les places de jeu, y compris au bord du lac, et surtout même au bord du lac. Donc là aussi, il y a peut-être une réflexion à faire en ce qui concerne ces tentations qui sont mises pour ces rassemblements-là. Madame Métro vous le disait aussi, il subsiste à l'heure actuelle un certain nombre de postes ouverts pour que l'action la police et de la justice puisse se faire. Il reste en permanence 5 postes ouverts sur le territoire du canton, mais qui constatent une activité réduite, puisque en une semaine, ce ne sont au total que 86 plaintes qui ont été enregistrées sur tout le territoire cantonal, ce qui est extrêmement peu. Ça me permet d'arriver à la slide sur la criminalité. Vous voyez que les infractions sérielles, c'est-à-dire les infractions à répétition, les cambriolages de série, etc., ont considérablement diminué. 80% de diminution dans les cambriolages dans les habitations, ce qui s'explique aisément, évidemment, par l'occupation quasi constante des demeures par leurs habitants. C'est d'ailleurs un constat qui n'est pas propre au canton, mais qui est général dans tout le pays. 12 cambriolages en une semaine pour le canton de Vaud, ça doit être véritablement un record. Pas de constat spécifique au niveau de l'évolution de la statistique sur les morts suspectes et en particulier les suicides, c'est à relever. S'agissant des violences domestiques, qui est évidemment pas seulement chez nous une préoccupation compte tenu du quasi-confinement qui a imposé à un certain nombre de personnes. La statistique pour l'instant, je dis bien pour l'instant, après
un peu plus d'une semaine de mesures est plutôt rassurante, dans le sens où si on compare avec ce qui s'est passé l'année passée, il n'y a absolument pas de différence sur le nombre de violences domestiques constatées entre la même période de l'année passée et celle d'aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire évidemment que la situation ne va pas évoluer, parce qu'évidemment, plus le temps passe, plus les tensions sont susceptibles de s'accroître. Mais nous sommes prêts, avec un certain nombre d'autres acteurs concernés par cette problématique, qui est évidemment pas de nature exclusivement policière, à faire face. Sur enfin les quelques points divers, celles et ceux d'entre vous qui empruntent encore les routes se sont rendus compte, la situation est très calme sur le réseau routier, très forte diminution du trafic routier, ce qui ne veut pas dire baisse d'attention pour la police, puisque évidemment les routes libérées sont aussi propices à certains automobilistes ou autres usagers du réseau routier pour se défouler. Et on a déjà constaté des comportements de ce type qu'on va juguler. Il y a aussi des instructions qui ont été données dans le droit fil aussi de ce qui était évoqué tout à l'heure par rapport à la bonne coordination qui existe, je le confirme, entre les différentes polices de ce canton. Donc il y a eu des instructions qui sont données notamment par rapport à la régulation du parquage, dans le sens où évidemment le fait d'imposer ou de chaudement recommander aux jeunes de rester chez eux implique aussi des immobilisations peut-être un peu plus longues pour les véhicules. Et donc on a recommandé, on va dire ça comme ça, aux communes d'être moins scrupuleuses par rapport au respect des durées de parquage. Alors c'est un message qui a bien passé à peu près partout. Il y a malheureusement quelques îlots encore, on va dire, dans ce canton qui résistent, un petit peu comme le village d'Astérix. Mais je veux dire, c'est un message qui a bien passé. Je pense que c'est quelque chose de juste que de lever un peu le pied, si on peut dire les choses comme ça, par rapport à ces types d'infractions-là. S'agissant des appels au CET, c'est notre centrale d'engagement et de télécommunications. Ils sont aussi en très nette baisse, c'est-à-dire qu'on constate que le confinement de la population a aussi des effets de calmer la situation sur le plan des événements. Il y a toutefois passablement d'appels pour des dénonciations de citoyens qui constatent des comportements qui sont antisociaux à leurs yeux, ce qui fait qu'on enregistre passablement de gens qui nous dénoncent des attroupements de plus de 5 personnes sur le territoire public, et nous y donnons la suite qu'elle mérite lorsque c'est possible. Voilà, j'ai terminé. Très bien, merci à l'ensemble des personnes qui ont pris la parole. Nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. S'il va y en avoir, j'ouvre la discussion dans la salle. Monsieur Bournou. Oui, par rapport au contrôle sur les chantiers, peut-être pour Monsieur Lebas, si j'ai bien compris, c'est donc toujours la SUVA qui effectue ces contrôles. Oui, ça a changé. Et puis s'ils ont été renforcés, si on peut connaître les effectifs des contrôleurs. Volontiers. Alors, il y a la SUVA, mais c'est un inspecteur par canton. Donc évidemment, c'est pas pléthorique. Nous y avons joint les inspecteurs des chantiers qui existent indépendamment de la crise actuelle. Et nous y avons également joint des forces complémentaires, d'une part prélevées à la PC, pour tout ce qui est travail administratif, afin de décharger les inspecteurs qui sont formés pour ça et de leur permettre d'être au front, si j'ose m'exprimer ainsi. Et puis nous continuerons à solliciter pour l'industrie également des forces au niveau de la police du commerce qui nous semble avoir les compétences pour procéder à ce type d'inspection. Donc nous aurons grosso modo une quinzaine de personnes pour les chantiers et une dizaine, au début en tout cas une dizaine pour les autres secteurs industriels. Il faut savoir que
L'ordonnance du Conseil fédéral permet au canton d'exercer ce type de contrôle et la fermeture des chantiers ou des industries pour les chantiers et pour les industries. Pour le reste, notamment les commerces, c'est la loi sur le travail qui s'applique. Il y a des contrôles également effectués par la police cantonale, par l'état-major de conduite, pour vérifier que les distances dans les commerces, par exemple à la Migros, à la Coop, pour prendre un exemple tout à fait simple, soient respectées. À cet égard, j'aimerais souligner le grand sens des responsabilités des grands distributeurs. Avec M. Froidevaux, nous avons rencontré au début de la crise pour leur expliquer le dispositif et les contraintes qui étaient celles appliquées dans leur champ d'activité. Et je dois le dire, la réactivité des grands distributeurs a été extrêmement importante. Et vous le savez, si vous allez à la Migros, à la Coop ou chez Londi, pour prendre quelques exemples de grandes chaînes, eh bien, c'est largement respecté. Les grands distributeurs ont même, entre guillemets, spontanément, poser des plexiglas vers les caissières, par exemple, alors que cette exigence-là ne résultait pas de l'ordonnance du Conseil fédéral. Mais on voit bien qu'il y a une prise de conscience très importante. Je discutais encore avec la présidente du Conseil d'État hier soir, si je me souviens bien, ou je crois que c'était hier soir, j'ai plus tellement la notion du temps, mais enfin, peu importe, qui avait fait elle-même dans ses activités privées, si j'ose dire les choses comme ça, les mêmes constats que je viens de vous dresser ici à cette tribune. Enfin, je ne veux pas dévoiler des secrets. Je vous en remercie. Je passe la parole à qui veut la prendre, Madame Panté, oui. Une question peut-être sur les déménagements. Le Conseil fédéral a dit aujourd'hui qu'ils pourraient se dérouler normalement. Est-ce que dans le canton de Vaud, les choses vont se produire comme ça? Est-ce que vous avez prévu une surveillance particulière de ce domaine d'activité sur ce début du mois, enfin cette fin du mois de mars et le début du mois d'avril qui s'annonce chargé en déménagement? La question m'est adressée ou bien? J'ai pensé que c'était vous. Ah oui, alors j'y réponds très volontiers. Donc, je dois le dire, au niveau du Conseil d'État, qu'à un échelon inférieur avec ma collègue, Madame Christelle Luisier, qui a le champ de compétences des logements dans son département, nous travaillons sur cette question. Il faut voir que dans ce domaine-là, comme dans d'autres régis par l'ordonnance du Conseil fédéral, ils épuisent la matière. Le droit fédéral épuise la matière. Et ça a été confirmé encore aujourd'hui par M. Berset et par M. Parmelin, les déménagements sont autorisés pour autant que les mesures sanitaires soient respectées. Par voie de conséquence, un canton ne pourrait pas, je mets de côté la lex tessinoise, et M. Berset sur cette question a dit que pour l'instant, seul le Tessin remplissait les conditions fixées par le Conseil fédéral pour déclencher une lex cantonale spécifique, eh bien, le canton ne pourrait pas, par exemple, décréter l'interdiction des déménagements. Ça, c'est contraire au droit fédéral, sous réserve d'être dans un cas similaire à celui du Tessin aujourd'hui. J'espère que je suis clair dans l'explication. Mais c'est évident que ce champ d'activité va faire l'objet des contrôles, comme l'industrie ou comme les chantiers, par exemple, avec des normes. Il y a eu une table ronde sur le plan fédéral sur la question du logement et singulièrement sur la question des déménagements. L'Office fédéral du logement, après avoir sondé les acteurs de ce secteur-là, considère que les déménagements peuvent se faire en respectant les exigences sanitaires. Autre question? Oui, tout à fait. Merci. Je prends d'autres questions. Oui, M. Bourneau encore. Peut-être encore. Pourquoi le canton de Vaud ne publie pas les données par catégorie d'âge sur les décès, comme on le voit à Genève ou l'OFSP? Voilà. Bon, c'est simplement un choix qu'on ne peut pas tout publier, mais on pourrait. Alors, s'il y a une demande, on peut publier sans problème par catégorie d'âge. Donc, c'est simplement la mise à disposition sur le site de cette information. Volontiers. Ce qui est important de retenir dans le message du docteur Boubaker, c'est que contrairement à ce qui a été beaucoup véhiculé par beaucoup de gens, pas seulement les populations à risque sont concernées,
d'une part par le fait de tomber malade et d'autre part par le fait de rencontrer des difficultés, et notamment des difficultés respiratoires telles que ça nécessite une hospitalisation et la mise sous respirateur artificiel. Je pense que ça doit aujourd'hui être dit de manière claire parce que un certain nombre de comportements à risque proviennent de gens qui se sentent eux-mêmes ou se croient eux-mêmes à l'abri de toute difficulté, de toute hospitalisation. Or, aujourd'hui, l'expérience démontre que personne n'est à l'abri d'une difficulté, de tomber malade et de rencontrer des besoins en assistance respiratoire, ce qui évidemment met sous pression le système sanitaire, d'une part, mais surtout entraîne des graves difficultés chez les personnes concernées. Et ça concerne toutes les catégories d'âge, bien sûr majoritairement les personnes âgées de 65 ans et plus, mais il y a aussi des situations de jeunes, de beaucoup plus jeunes, qui sont confrontés à ces difficultés. Raison pour laquelle les mesures qu'a rappelé Madame Métro tout à l'heure, de distanciation sociale et puis de respect finalement des consignes, des normes de l'Office fédéral de la santé publique, s'adressent à chacune et à chacun d'entre nous. D'autres questions ici, Monsieur Reichen? J'ai une toute petite question à monsieur, ou deux questions à monsieur Lebas. Si je vous comprends bien, vous pouvez bien vivre avec la décision qu'a pris le Conseil fédéral aujourd'hui. Et puis, est-ce que vous avez envoyé ce document de 4 pages suite à cette décision, sur la base de cette décision du Conseil fédéral? Et puis la troisième, j'ai encore une petite troisième question. Mon confrère Renaud Bournou, il a écrit il y a quelques jours dans un interview où il a laissé dire en fait à un fonctionnaire de l'UNIA que le problème en fait du fonctionnement des chantiers venait de la Suisse alémanique, que des entrepreneurs en fait ils se permettaient si j'ai bien lu. Une certaine pression en fait. Ça, vous faites allusion à cet article. Oui. Alors, je vais essayer de répondre aux 3 questions. Au début de semaine, lundi sauf erreur, j'ai réuni la Fédération pour les entrepreneurs, UNIA et les entreprises de dimension nationale ayant notamment leur siège central en Suisse alémanique. Parce que UNIA et la Fédération pour les entrepreneurs m'indiquaient qu'il y avait une perception de la réalité qui était différente en Suisse alémanique que en Suisse romande. Je pense que vous couvrant, travaillant pour des médias suisses alémaniques, vous devez vous en rendre compte. La perception est un peu différente. Et je voulais attirer l'attention de l'ensemble des acteurs du domaine des chantiers sur la nécessité impérative de respecter les normes sanitaires. Je dois dire que ces 3 entreprises suisses alémaniques m'ont dit qu'elles entendaient le faire et ont contesté l'affirmation du représentant d'UNIA qui s'est fait en séance en disant qu'il y avait des pressions économiques pour que les chantiers soient menés à terme, coûte que coûte, si j'ose m'exprimer ainsi. Je ne suis pas en mesure de vous dire qui avait raison en l'occurrence. En revanche, je peux vous dire que les représentants des entreprises suisses alémaniques ont appelé de leur vœu à l'édiction de directives claires, pragmatiques, qui soient, comment est-ce qu'il faut dire ça, qui soient concrètes, voilà, c'est le terme exact, concrètes, pour savoir ce qu'elles devaient faire en termes, pour traduire les normes sanitaires dans la gestion quotidienne d'un chantier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Elles ont appelé de leur vœu, comme UNIA d'ailleurs, comme la Fédération vaudoise des entrepreneurs par son directeur, M. Zund. Du coup, je leur ai dit, eh bien, vous connaissez encore mieux que moi la réalité d'un chantier au quotidien. Je vous donne 24 heures pour me fixer les éléments qui doivent faire l'objet d'un contrôle et les recommandations que vous émettez, vous. J'ai repris exactement ces points-là, qu'il s'agisse de la question des transports, qu'il s'agisse de la question des sanitaires, qu'il s'agisse de la question des outils, qu'il s'agisse de la question des vestiaires et qu'il s'agisse de la question des réfectoires. C'est les éléments qui m'ont été rapportés par les partenaires sociaux, je les ai repris exactement mot pour mot.
Et ça a été fait en début de semaine, donc sans attendre la conférence de presse du Conseil fédéral d'aujourd'hui ou de celle de mercredi. Mais nous avons évidemment, j'ai écouté ces conférences de presse comme mes collègues probablement, pour voir dans quelle mesure ces directives devaient être adaptées. Elles n'ont pas besoin de l'être parce que ce qu'a décidé le Conseil fédéral est parfaitement en phase avec ce que nous avons décidé, ou le contraire, peut-être le contraire, c'est peut-être nous qui sommes parfaitement en phase avec le Conseil fédéral, peu importe, elles sont directement applicables, elles sont parfaitement concrètes, et je mets au défi quiconque de ne pas comprendre ce que l'on fixe dans ces critères. Et nous avons voulu fixer les critères concrets, comme je l'ai dit, mais également indiquer la procédure, l'importance des contrôles et les sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants. Que les choses soient parfaitement claires, que personne ne puisse dire « Oh, mais on ne savait pas, on n'avait pas très bien compris, on ne savait pas très bien ce qu'il fallait faire, etc. » Et c'est tout à la décision qui ne remet pas en cause que la responsabilité relève d'abord du chef d'entreprise. C'est le système fixé par le Conseil fédéral, la responsabilité de l'employeur. Dans le cadre des mesures sanitaires coronavirus, ou dans le cadre de la protection de la santé de l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs qui découlent de la loi sur le travail. Mais nous sommes conscients que les employeurs, face à une inconnue comme ce virus, avaient besoin de modalités concrètes d'application. C'est ce que nous avons fait. Alors, j'ai répondu, je crois, à la troisième et à la première question, mais je ne sais plus quelle était la deuxième. Ou j'ai peut-être répondu à tout. La première question, c'était concernant la décision du Conseil fédéral. En fait, un commentaire. Oui, vous avez raison, je n'ai pas répondu à celle-ci. Vous me dites si on est content ou si on peut vivre avec la décision du Conseil fédéral. Je vous dirais qu'on n'a pas de choix. Le droit est ainsi fait que les décisions du Conseil fédéral s'imposent à l'ensemble des cantons. Encore une fois, je mets de côté l'exception tessinoise. Mais M. Berset a bien rappelé aujourd'hui que, compte tenu de la situation actuelle, seul le Tessin remplissait les conditions pour déroger au système fédéral. Et aucun autre canton. C'est ce qu'il a dit précisément en conférence de presse. Donc, on n'a pas à... que je sois heureux ou pas heureux avec les décisions fédérales, j'en parle à ma femme le soir, mais ça n'a pas une portée très, très précise pour l'ensemble de la collectivité. Nous, ce que nous faisons, nous appliquons les décisions du Conseil fédéral parce que nous sommes respectueux de l'ordre républicain et nous faisons en sorte que l'ensemble des Vaudoises et des Vaudois et des habitants de ce canton inscrivent leur comportement dans le cadre du respect strict de ces modalités, c'est-à-dire priorité aux préoccupations sanitaires et dans toute la mesure du possible maintien d'une activité économique dans le respect de ce dispositif sanitaire. J'ajoute que le Conseil d'État veillera, et s'est donné les moyens, à ce qu'il puisse y avoir un contrôle strict du respect par les entreprises des normes d'hygiène et de distanciation sociale. Nous nous sommes dotés de moyens aussi de procédures claires et de voies de dénonciation et de signalement. Les contrôles par l'inspection se feront sur la base de signalement et de dénonciation, mais aussi de contrôles aléatoires ces prochains jours. Monsieur Lebas l'a pas dit, mais je le dis, il a déjà signé 4... Oui ? C'est fait? Donc j'ai dit que j'avais déjà signé, enfin peu importe, répète. Pour redire l'importance que le Conseil d'État accorde à la protection des travailleuses et des travailleurs dans tous les secteurs d'activité. Ils sont des citoyennes et des citoyens vaudois et vaudoises, et si on entend que l'ensemble de la population puisse être protégée, ça fait aussi, les ouvrières et les ouvriers en font aussi partie. Et donc on s'est doté de dispositifs de vérification, mais aussi de dénonciation, y compris jusqu'au ministère public. Je peux répéter, compléter ce que dit Madame la Présidente du Conseil d'État. Il y a dans certains cantons, seule la SUVA fait ses contrôles. Ce qui est insuffisant. Et nous avons souhaité, nous, mettre des forces complémentaires pour effectuer ces contrôles. Je l'ai dit, une quinzaine pour les chantiers et une autre quinzaine pour l'industrie au sens large. C'est donc des forces considérables. Et on n'est pas en train de faire des
des classements de cantons, mais enfin je crois pouvoir dire que nous sommes l'un des cantons qui mettons en place des structures de contrôle les plus importantes. Parce que nous sommes pour deux motifs. D'abord, comme l'a dit Madame Gorité, pour préserver la santé des collaboratrices et collaborateurs, ça c'est l'élément déterminant, mais parce que nous sommes aussi conscients que les gens, qu'il faut dissiper la peur en démontrant qu'il y a un système de contrôle efficace. Et lorsque les directives sanitaires ne sont pas respectées, les sanctions tombent. L'impunité n'a pas sa place ici, et je crois que c'est en démontrant un système de contrôle efficace que nous renforcerons la confiance de l'ensemble de la population, et notamment des employés. Mais je dois le dire, les employeurs, eux, appellent également à des mesures de contrôle strictes. Je passe la parole à quelqu'un. Il y a encore quelqu'un dans la salle parce que nous avons des questions qui nous viennent. D'ailleurs, Monsieur Sautrel. Oui, plusieurs questions auxquelles les intervenants ont déjà répondu, mais il en reste encore quelques-unes. Est-ce qu'il y a, concernant l'école, est-ce qu'il y a un risque que les écoles restent fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire? La difficulté de cette période, c'est que nous devons donner des certitudes dans un monde d'incertitudes. Et nous l'avons dit, nous avons fixé un délai, nous devons nous caler sur les délais fixés maintenant par la Confédération, et nous sommes évidemment attentifs à la question scolaire. Madame Amarel a signalé cette semaine encore la suspension des notes et des épreuves cantonales de référence pour tenir compte de la situation. À ce titre, j'aimerais aussi adresser de la part du gouvernement un message à l'ensemble des parents qui assument l'école à domicile. Nous savons que d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux, ils sont dans des situations de télétravail ou obligés de travailler à l'extérieur, et que ces conditions d'enseignement à domicile placent souvent à la fois les parents en situation compliquée, mais aussi les enfants dans des situations vraisemblablement souvent d'inégalité des chances, parce que ça, disons, repose beaucoup sur la capacité des parents à enseigner eux-mêmes ou non à leurs enfants. Raison pour laquelle toutes ces décisions seront prises en concertation avec le Conseil fédéral. Une question concernant la justice. Est-ce que le projet pilote de justice restaurative est suspendu? Alors, à ce jour, le projet arrive à sa fin, donc il n'est pas question de suspension puisque nous arrivons au bout de notre projet pilote. Je l'ai dit au Grand Conseil récemment et nous allons communiquer d'ici le mois de juin. Donc, notre projet pilote est fini. Nous verrons après la crise comment nous allons reprendre, puisque nous avons eu d'extrêmement bons résultats sur ce projet pilote. Une autre question concernant le fonctionnement de nos autorités. Le Grand Conseil ne peut-il pas se réunir d'une autre manière sans suspendre ses activités? Comme je l'ai indiqué tout à l'heure dans ma prise de position, le Grand Conseil disons, est en lien étroit avec le gouvernement. En ce moment, l'autre jour, une délégation de ce gouvernement a rencontré le bureau du Grand Conseil élargi aux présidents des groupes politiques, et cette question spécifique de savoir si et quand le Grand Conseil pourrait à nouveau se réunir de manière présentielle, c'est-à-dire physiquement, a été abordée par la vice-présidente du Grand Conseil. Elle s'est adressée au docteur Boubaker pour lui demander quelles seraient finalement les recommandations sanitaires qui découleraient de cela. Je rappelle quand même que le Grand Conseil, c'est 150 députés, plus le bureau du Grand Conseil, plus les huissiers, plus la sécurité, ça fait quand même beaucoup de gens. Au moment où on limite à 5 personnes les réunions, vous comprendrez que c'est pas évident. La question de savoir s'il y a une salle qui est suffisamment grande pour réunir ces personnes en respectant les distances sociales est à l'étude en ce moment. La difficulté, c'est pas tellement la réunion en tant que telle, c'est aussi le moment de l'arrivée et du départ qui créeront des promiscuités potentielles. La volonté aujourd'hui des institutions est de pouvoir restaurer le plus rapidement possible le fonctionnement démocratique de nos institutions malgré la situation de crise sanitaire que nous traversons.
Et puis une dernière question pour M. Lebas. La Confédération indique que les salaires de mars seraient assurés. Monsieur Lebas, vous parlez des salaires d'avril. Est-ce que vous prendrez aussi en compte les salaires de mars? Sinon, pourquoi? Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris la question. Le Conseil fédéral, enfin, je crois que c'est un membre de l'administration fédérale qui a dit que les salaires de mars étaient assurés. Il parlait probablement des salaires de l'administration fédérale, parce que c'est évidemment lui qui était en mesure de savoir s'ils sont payés ou pas. Mais globalement, dans l'économie, les salaires de mars sont payés par les activités de mars, qui étaient en partie en tout cas normales, à un rythme normal. Et puis ce que nous avons mis en place dans le canton de Vaud, avec notamment Madame Fabre, c'est d'accélérer les demandes de RHT, de réduction de travail, pour que les secteurs qui n'ont plus du tout d'activité et généralement plus aucune rentrée, je pense notamment aux restaurateurs pour prendre un exemple, mais je peux prendre les coiffeurs, je peux prendre toute une série d'activités qui ont été interdites par décision de l'autorité. Eh bien, il n'y a que les RHT pour payer les salaires du mois d'avril, et c'est pour ça que nous avons déployé des efforts considérables pour que les RHT puissent être payés avant la fin du mois d'avril, dans toute la mesure du possible. Et je peux vous dire qu'on travaille, je ne veux pas dire jour et nuit, mais enfin, de manière très très importante pour assurer le versement de ces RHT durant le mois d'avril, pour que les salaires d'avril puissent être versés au travers de ces RHT. Mesdames et messieurs, à moins qu'il y ait encore une question dans la salle, ça n'est pas le cas. Cette conférence de presse est terminée. Je peux lever la séance.